Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue dans Tribune présidentielle. Au menu ce soir, à quelques semaines d'une grande bataille électorale, les héritiers des martyrs rompent le silence. Dans une lettre adressée aux membres du Conseil constitutionnel, les fils et filles de plusieurs leaders ont saisi les juges électoraux pour leur demander de fonder leur jugement uniquement sur les principes de justice, d'équité et de transparence, garants d'une paix durable dans notre pays. Cette sortie, en prélude à la tenue du contentieux électoral, n'a cependant pas empêché les membres du Conseil constitutionnel de rendre le droit à leur manière, en excluant certaines figures de l'opposition camerounaise de la course au Palais de l'Unité. L'alerte interpelle davantage tous les acteurs du processus électoral et les appelle à faire preuve de justice, de transparence durant le scrutin du 12 octobre prochain. Un scrutin crucial pour le peuple camerounais, mais également pour la France, résolue à préserver ses intérêts. On en veut pour preuve la reconnaissance récente d'Emmanuel Macron sur l'implication de son pays dans la répression au Cameroun entre 1945 et 1971. Dans quelle mesure la pression des héritiers des martyrs peut-elle influencer la tenue de l'élection présidentielle ? Comment les descendants des martyrs analysent la sortie de la France 54 ans après les massacres perpétrés au Cameroun? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. La justice populaire a encore frappé à Douala ce mardi matin au quartier PK8 dans le 3e arrondissement. 5 présumés bandits ont été lynchés et brûlés vifs. Les malfrats sont tombés dans un guet-apens tendu par un comité de vigilance formé par les habitants exaspérés par l'insécurité. Selon des témoignages, 5 des 12 agresseurs ont ainsi été neutralisés. Les 7 autres auraient réussi à s'enfuir en ayant recours, dit-on, à des pouvoirs magiques. Retour sur les faits dans ce reportage de Jérès Azangué et Fondrené Marquez. The PK8 neighborhood, precisely at the AAG Campus A, was the scene of a bloodbath following the lynching of at least 5 suspected bandits by the population. Apparemment, ils sont venus toute une grande équipe. On nous parle de 12, parmi lesquels les enfants du quartier ont pu neutraliser 5. Residents in this area testify that insecurity has gained ground in the area with the recent knifing and killing of a bike rider, which angered the population, who devised a strategy to lure the suspect. On a mis quelqu'un au carrefour là-bas, comme un appât, parce qu'il y a eu d'abord un coup. On a d'abord tué un Bensigna il y a de cela 3 à 4 jours. Et les gars se sont préparés et ils ont attendu les mêmes gars parce qu'ils sont revenus pour faire le retour encore. Et ça a mal tourné, ça a tourné au vinaigre. Les gars sont tombés sur les loups. On les a massacrés. Jusqu'à 5 personnes sont parties. In the course of exercising jungle justice, the hoodlums allegedly used magical powers to escape, as recounted by this eyewitness. Un autre, pendant qu'on tapait, il a pris une bague. Il a avalé la bague. Les enfants ont tapé, on n'a tout fait, rien. C'est à l'hôpital, d'après ce qu'on est venu nous raconter, bien après qu'il a rendu l'âme. Mais la bague est dans le ventre. Même celui d'ici, pour qu'il même d'après ce qu'on nous dit, ça n'a pas été facile. Il avait quoi on dit quoi? Les gris-gris sur son pantalon. C'est lorsqu'on a sorti ce pantalon avec son gris-gris, je crois que le pantalon est encore là. C'est quelque part là. Le tube blanc là. C'est ça qui c'était son pouvoir pour ne pas mourir de coups de fouet. Before the tragic incident which occurred in the wee hours of Tuesday, commercial motorbike riders and residents who have been victims attest to how dangerous the area and its environs have become. Il y a des zones déjà très dangereuses. Quand tu es en Dokoti, étant habitant de Ndorpassi, tu es habitué, tu es obligé de passer par la gare. Mais actuellement, où il y a
des gros nids de poules en route. Les gars savent déjà que tout le monde fuit la route de la gare, ils viennent passer que par derrière ERG. Et derrière ERG, tu es en insécurité totale parce que à une certaine heure, il n'y a plus personne en route. Il y a trop d'insécurité. Puisque à des heures tardives, par exemple à 2h, 1h du matin, tu ne peux pas marcher seul ici. On va t'agresser. While the horrific killing of these bandits is on the lips of the population, traces of blood can still be seen on the tarmac and ground where they were beaten and burnt alive. Giant stones, clubs, blocks and half-burnt tires and cloths that were used on them are still visible. To further wage war against those planning harm against the neighborhood, messages like "Stop the aggression against those in ERG" are written clearly on the tarmac. Dans l'actualité liée à l'élection présidentielle, le président national du Social Democratic Front et candidat à l'élection du 12 octobre dévoile son programme placé sous le slogan « Sauvons le Cameroun ensemble ». Joshua aussi propose une refonte institutionnelle et un nouveau contrat social articulé autour de 5 axes. La décentralisation renforcée, la relance économique et l'emploi, la gouvernance et la justice, la paix et la cohésion nationale, la santé, l'éducation, la transition énergétique. Un projet que le candidat présente comme le fruit de consultations menées depuis 2023 et accompagné de chiffrage budgétaire. Joshua aussi s'est exprimé ce mercredi face à la presse à Yaoundé. Sébastien Oyébé nous fait l'économie de son programme politique. Réunis ce 19 août dans la ville de Yaoundé, le président national du Social Democratic Front, SDF, et candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'honorable Joshua aussi a présenté son programme socio-économique et politique, placé sous le slogan « Sauvons le Cameroun ensemble ». Notre programme résulte d'un travail d'écoute systématique mené depuis 2023. 3 tournées nationales, des enquêtes d'opinion physique et numérique, des ateliers avec nos partenaires, dont le Cameroun Labour Movement et le MFP, des consultations internes et externes, et l'héritage social-démocrate du SDF à travers nos valeurs, qui sont le pouvoir au peuple, l'égalité de chance et la justice sociale, et nos piliers, qui sont la social-démocratie, la démocratie, la souveraineté et le panafricanisme. Son programme s'articule autour de 5 axes prioritaires. 100 jours pour sauver le nord-ouest et le sud-ouest de la violence, 1 an pour sauver l'unité nationale et restaurer la dignité des populations du Grand Nord, 3 ans pour sauver la cohésion nationale par la refondation de nos institutions, et finalement 1 mandat pour sauver le peuple par la transformation socio-économique de notre pays. Nous nous sommes basés sur les cris les plus pressants venus des populations des 4 coins du pays. Sur les institutions, nous allons sauver le Cameroun de l'autocratie. Pour la gouvernance, nous allons sauver le Cameroun du chaos. À propos de l'inclusion, nous allons permettre à nos citoyens de se sauver de la précarité et des inégalités. Au niveau de l'économie, nous allons sauver les Camerounais du chômage, de l'obscurité et de la soif. L'honorable Joshua aussi a également appelé les Camerounais à lui accorder leur confiance le 12 octobre 2025 afin de tourner la page de ce qu'il qualifie de blocage institutionnel. Et en vue de l'élection présidentielle, les candidats justifient le choix de sigles, logos et couleurs. Certains d'entre eux ont d'ailleurs présenté leur logo et autres programmes au cours sur les plateformes digitales. Certains, justement, ont d'ailleurs présenté leurs identifiants pour le scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. Cabral Libi du PCRN, Serge Espoir Matomba du PURS, Jacques Bouga Hagbe du MCNC et Hiram Samuel Iodi du FDC disent avoir choisi des éléments qui représentent leurs idéologies. Ils donnent leurs raisons dans cet élément de Fondre des Marquez. Less than 60 days before the presidential election, candidates have chosen the color of the ballot paper that will be used by voters to cast their ballots on election day. The Cameroonian Party for National Reconciliation, PCRN, under Cabral Libi, has chosen the orange color, which to him stands for proximity, confidence and communication. We have chosen orange, the color orange, which is
the translation of our communication. It is the confirmation that we have the candidature of proximity and communication and confidence. As for the United People for Social Justice Peace Party of Seychelles-Port Matomba, red is a color that will be present in voting centers. According to the presidential candidate, the color symbolizes determination, social justice and patriotic engagement. The red ballot paper features the party's flag bearer, Seychelles-Port Matomba, wearing traditional regalia with his right arm raised, representing a strong gesture embodying the will for change, solidarity and civic mobilization. Jacques Bouga Agbi of the Cameroon National Citizen Movement Party and his team have chosen dark green, which to them signifies a fresh start and environment. Le vert aussi foncé renvoie à l'environnement. Nous devons développer notre Cameroun, notre pays, dans le respect de l'environnement. Donc, je fais un certain nombre de propositions dans mon projet de société. The Cameroon Democratic Front FDC party of Denis Emilena Tangana, where Iram Samuel Iyodi is the presidential candidate, will have grey as their color. La couleur grise, c'est la couleur qui a été utilisée par le FDC lors des précédentes élections, mais qui symbolise également, je vais dire, la pudeur, la probité, et la nécessité aussi de se battre pour que le ciel soit un peu moins gris. Donc nous demandons aux citoyens camerounais de retenir cela. La couleur grise avec un fond de bleu, le bleu qui signifie le ciel, l'azur, l'espoir, un nouveau lever du jour, et le point fermé du logo du FDC pour se battre pour l'avenir du Cameroun. Adopting a color and logo during an election represents the ideology of the leader, which plays a significant role in shaping public perception and voter behavior. Presidential Minutes. Une bonne partie du budget des partis politiques ou des candidats en course pour l'élection présidentielle est généralement consacrée à la confection des gadgets de campagne. Ces outils contribuent à la visibilité du candidat et la quantité produite ainsi que la qualité peuvent être déterminantes pour la suite. Roland Tapi. Stylo, t-shirt, polo, tasses, clé USB, shopping bag, cartable, sac, pagne et même des voitures aux effigies du parti ou du candidat, tout est bon pour faire une campagne électorale. Leur rôle et leur efficacité n'est plus à démontrer. Les spécialistes en communication expliquent qu'ils créent une relation positive avec le client qui est l'électeur dans le cadre d'une élection. D'ailleurs, ce que le candidat croit être un gadget a tout un autre sens pour celui qui reçoit en fonction de ses besoins. Un t-shirt floqué de l'image d'un candidat est pour un homme dans un village plus un habit qu'un support de campagne. Les QG des candidats ne peuvent donc plus s'en passer et le budget qui y est consacré fait partie des plus gros soucis financiers après la caution et les représentants dans les bureaux de vote. Dans le contexte camerounais, le parti au pouvoir s'est toujours imposé sur le terrain dans ce domaine. L'explication est que les directeurs des entreprises publiques, les membres du gouvernement et assimilés, les hommes d'affaires les plus en vue sont de fait des militants sur lesquels le parti compte pour produire ses gadgets. D'ailleurs, sans être dit ouvertement, c'est la grosseur de l'enveloppe de chacun qui détermine la suite de sa carrière ou le succès de ses affaires, puisque toutes les contributions sont soigneusement notées. Et dans la logique de démontrer au candidat président qu'on est engagé, certains n'hésitent pas souvent à importer des conteneurs entiers de gadgets à leur compte, intégrés comme leur contribution à la campagne. En dehors du parti au pouvoir qui bénéficie de ces avantages d'être aux affaires et donc d'avoir accès à la caisse publique, les autres partis sont obligés de faire des quêtes auprès des militants et de la diaspora pour produire les rares gadgets par ailleurs partagés avec parcimonie lors de la campagne. Ils sont donc obligés d'arriver tard sur le terrain une fois la campagne ouverte, du fait que le financement public de cette campagne, prévu par la loi, même si le montant n'est pas statutaire, arrive parfois en fin de campagne et en partie. En tout état de cause, tous ces besoins et surtout la capacité à les satisfaire font partie des contraintes et des exigences à prendre en compte avant d'avoir des ambitions présidentielles. Mais dans les faits, les spectacles souvent offerts par certains candidats, la qualité et la quantité des gadgets quand ils existent frisent le ridicule et laissent croire qu'ils sont nombreux qui viennent en aventurier dans une course à la présidentielle sans en mesurer les contraintes financières. Mais en définitive, une élection présidentielle n'est pas un jeu. Il ne suffit pas d'annoncer au cours des conférences de presse ou des congrès qu'on est candidat. Il faut surtout s'assurer qu'il y a une cagnotte conséquente pour faire face à toutes les exigences qui vont avec une course vers un palais présidentiel.
Presidential Minute. Dans la suite du journal, le feuilleton du conflit de succession à Foteta se poursuit. Le jeune monarque à Temkeng, Miguel, reconnu et présenté par les autorités administratives comme le chef supérieur de ce groupement, récemment reçu au Palais de l'Unité, se retrouve de nouveau au cœur d'une contestation. Alors que le feuilleton semblait avoir remarqué une pause, sa présence dans la vague des chefs traditionnels de l'Ouest reçus par le SGPR continue de faire des mécontents. Dans ce village, Foteta, du département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun, où une seconde faction de la population a désigné à installer un deuxième chef supérieur sur le même trône. Les habitants qui soutiennent ce dernier demandent au gouvernement de se pencher une fois de plus sur cette crise de succession. Franck Girocta-Sonkin. Le passage de certains chefs traditionnels de l'Ouest au Palais de l'Unité dans le cadre des concertations entamées depuis plusieurs semaines par Ferdinand Gongo en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre. La présence de Sa Majesté Miguel à Temkeng, présenté et reconnu par l'administration comme le plus jeune souverain au Cameroun et guide du peuple Foteta, relance le débat. Une partie de la population du groupement Foteta, réunie à la chefferie supérieure, sollicite que je prie le gouvernement en place qu'ils font, n'est-ce pas, des efforts pour mettre ce groupement à jour. C'est le souhait de l'homme Foteta en général, peuple Foteta en général. Faire en sorte que, ou soit faire une commission. Je prierai au chef du gouvernement de faire une commission, qu'il fasse une commission. Cette commission descend sur le terrain pour en mettre un terme à, n'est-ce pas, à cette situation que nous vivons. Désigné le 1er février 2023 comme 11e monarque de cette dynastie, la désignation de ce jeune roi est aussitôt contestée par une faction qui va par la suite arrêter celui qu'elle considère comme leur chef supérieur. Depuis lors, la crise de succession s'est installée, rendant le climat délétère dans un groupement Foteta en panne de développement. Reçu parmi les chefs traditionnels de l'Ouest, à Yaoundé, sa présence a relancé les hostilités sur la question de la légitimité. Au palais royal de cette chefferie depuis lors, le second attend Fakpol II Daniel, qu'une autre faction revendique en retour, comme étant le chef supérieur des Foteta, déclare. Je suis et je demeure l'unique chef dans le gouvernement Foteta. Sa Majesté chef Victor Kanaproa de me ramener mon fils jusqu'ici, parce que je n'ai pas accouché un enfant pour faire de l'argent, mais j'ai accouché un enfant pour qu'il prospère à un moment donné, pour que cet enfant fasse de mon groupement le plus beau des groupements. Cette étape marque la reprise de ce nouveau feuilleton que l'on pourrait intituler « Un trône pour deux rois ». Les contestations de souverains dans les chefferies traditionnelles de l'Ouest sont devenues courantes. Les chefferies Bagam dans les Bamoutos, les chefferies Bangou dans les hauts plateaux en sont une parfaite illustration. En éducation, cette fois, à moins de 3 semaines plutôt de la rentrée scolaire, les étals bien garnis des commerçants de fournitures scolaires dans les marchés de la ville de Douala peinent à attirer les acheteurs. Cahiers, manuels, sacs à dos et stylos attendent preneurs, mais les clients se font rares. Une situation inhabituelle pour cette période, justifiée par certains parents, par justement l'incertitude liée à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Entre difficultés économiques et climat politique tendu, la rentrée 2025 s'annonce compliquée pour de nombreuses familles camerounaises et pour les commerçants qui peinent à écouler leur stock. Julien Atada, reportage. Le marché est devenu dur, surtout les marchés des livres et des cahiers. Personne ne passe. Sous un temps morose, dans les allées animées mais peu fréquentées du marché double balle de Bépanda, les étals débordent de manuels flambant neufs. Mais ce matin encore, ce commerçant libraire depuis plusieurs années n'a presque rien vendu. Bon, je dirais que cette année, vraiment les choses, le marché est tellement timide. Ça ne se ressent pas encore pour le moment. Entre-temps,
On est en train de payer les fournitures scolaires versées par terre. Personne depuis le matin, comme aujourd'hui là. Je n'ai vendu qu'un parapluie. Donc, ce qu'on doit plutôt sur les cahiers, ne mangeait même pas aujourd'hui. J'ai vendu juste un parapluie. Et alors, vous voyez même les cartons de cahiers un peu posés de partout et payés. Mais même un cahier. Ça ne m'encourage pas encore. Et franchement, c'est plein au magasin. Même son de cloche chez Merlin, commerçant de fournitures diverses. Tout est achalandé là. Les fournitures scolaires, seconde main neuve, les cahiers, les sacs, tout est là, fin prêt. Mais pour le moment, rien. Les parents ne sortent pas encore, on ne sait pas pourquoi. Dans un contexte économique tendu, marqué par la hausse du coût de la vie et la stagnation des revenus, de nombreux parents peinent à réunir les fonds nécessaires pour la rentrée de leurs enfants. Par ailleurs, la présidentielle du 12 octobre prochain en toile de fond semble renforcer l'attentisme. Dans les marchés, certains parents ont confié aux commerçants que l'avenir est trop incertain pour engager de grosses dépenses. Il y a l'histoire des enseignants là. Le problème des enseignants ne sont pas résolus. On a peur que d'un moment à l'autre, ils peuvent encore entrer en grève. Il y a aussi les élections présidentielles qui arrivent à grande course. Les parents sont encore un peu réticents. La rentrée nous regarde, nous on regarde la rentrée, on ne sait pas ce qu'on va dire. On est là, on observe, on se demande s'il faut attendre que les élections passent avant d'inscrire les enfants à l'école. En parlant même de ça, même, on cherche même l'argent, on voit l'argent. Kevin Emmanuel, parent d'élèves rencontrés devant un étal, témoigne. Je n'ai pas encore fait le marché de la rentrée, je n'ai même pas encore inscrit un enfant à l'école. Combien de fois j'étais encore un cahier, justement parce que c'est tellement dur. Moi j'observe, bon, on ne sait pas, peut-être les jours à venir, la situation pourrait un peu s'améliorer et peut-être des portes pourraient s'ouvrir. Qui sait? Nous ne savons pas ce qui va se passer au pays durant les mois à venir, mais ce qui est bien, c'est que nous tous nous voulons le changement, nous voulons le progrès et nous voulons que les portes s'ouvrent et que chacun puisse être inséré dans son secteur et son domaine habituel. Malgré tout, certains vendeurs espèrent encore une ruée de dernière minute dans les jours précédant la rentrée fixée au 8 septembre prochain. Mais pour beaucoup, le cœur n'y est plus. Ils redoutent une saison morose qui pourrait mettre en péril leur activité. Pour ces commerçants, si rien ne change d'ici début septembre, certains redoutent de finir la saison avec des stocks invendus et des pertes importantes. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. L'équité pour tous les candidats au scrutin du 12 octobre. Des enfants et autres descendants des nationalistes camerounais demandent aux membres du Conseil constitutionnel de faire preuve d'un engagement sans faille dans le respect des lois garantissant des règles justes dans le jeu démocratique avant, pendant et après la présidentielle de 2025. Dans une lettre ouverte adressée au président Clément Atangana et ses pairs, la progéniture de ces martyrs recommande justice et transparence dans le processus électoral afin d'épargner le Cameroun du scénario des législatives de 1956 qui avait vu l'exclusion du parti historique de ces élections. Question, l'appel des enfants de ces héros de l'indépendance sera-t-il entendu par les membres de cette haute juridiction? La lecture de Jean-Paul Chouniat. S'appuyant sur le film du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel, ayant abouti au rejet définitif de plusieurs candidats à la présidentielle du 12 octobre, dont ceux de l'Union des populations du Cameroun, un collectif d'enfants des nationalistes assassinés pour la libération de leur pays, demande aux membres de cette haute juridiction d'épargner le Cameroun de toute mascarade électorale, à l'image des législatives du 2 janvier 1956, où des représentants du parti à l'âme immortelle furent empêchés de participer à ce scrutin, plongeant ainsi dans le désordre le Cameroun sous tutelle française en ces années chaudes de guerre d'indépendance. Pour les pertes humaines et matérielles enregistrées à cette époque-là, ces enfants de quelques pères fondateurs du parti historique, les fratries Oumniobe, Wandi, Moumie, Osende Afana, Mbwendo et bien d'autres, s'assumant dignes héritiers des valeurs de liberté, de justice sociale et de bonheur partagé qu'incarnaient leurs parents, tous interpellent le président Clément Atangana et ses pairs à fonder leur jugement exclusivement sur la justice, l'équité et la transparence, gage d'une paix durable. Notre pays devant traverser en octobre 2025 une période charnière de son histoire politique.
Et en cela, tous s'estiment heureux que le sort du Cameroun en 2025 repose entre les mains de ses fils et filles siégeant au Conseil constitutionnel et de leur posture d'arbitre désignés à ces postes. En raison de la compétence de leurs compétences, leur probité morale et sagesse, les membres de cette juridiction doivent appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi, pour rendre justice au nom de tout le peuple, afin d'éviter aux Camerounais de vivre un passé sombre qui a meurtri et choqué des milliers de familles. Martelant dans leur lettre datée du 31 juillet dernier que lorsqu'il y a la justice, il y a la paix. Tous ces descendants de martyrs recommandent aux membres du Conseil constitutionnel engagement à rendre les règles du jeu démocratique plus équitables pour tous, en vue de joindre leur acte à la parole du président Paul Biya, qui avait déclaré en son temps « Aucun Camerounais ne doit plus prendre le chemin du maquis pour exprimer ses idées ». Cet appel à la justice et la transparence électorale sera-t-il entendu par ces hommes de loi qui tiennent entre leurs mains le destin de près de 30 millions de Camerounais, assoiffés de changement et d'alternance à la tête de leur pays, dirigé depuis 43 ans par un seul homme, Paul Biya, aujourd'hui âgé de 93 ans et prêt à briguer un 8e mandat pour le 12 octobre prochain. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Nous sommes en direct sur Balafon Télévision, sur Radio Balafon et sur les plateformes digitales de Balafon Média. Présidentielle 2025, la voix des martyrs de l'indépendance résonne à quelques semaines du scrutin présidentiel. On en parle ce soir avec Clément Bouindé, fils de martyr. D'ailleurs, le fils de Jean Bouindé, vous présentez comme le gardien de sa mémoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Claude, bonsoir. Bonsoir Roland. Bonsoir aux membres du groupe des héritiers des martyrs. Bonsoir aux nombreux spectateurs. Téléspectateurs. Une autre héritière de martyrs est avec nous en direct. Oui, on vous reçoit Louise Fossi, Louise Meka Fossi, vous êtes en direct. Merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Vous êtes la fille de Jacob Fossi. Votre père a été assassiné le 9 mai 1957. Précision, il a été jeté dans les chutes de la Métché. D'ailleurs, vous avez commis un ouvrage à propos. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Roland Tapi, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir. Bonsoir Claude. Alors Clément, vous êtes à la tête du collectif des héritiers qui a saisi le Conseil constitutionnel pour demander aux membres de ce Conseil d'exercer leurs devoirs dans la justice et la transparence. Au-delà de ces deux termes, quel est le message que les héritiers voulaient faire passer à cette institution qu'on dit être neutre et qui ne devrait pas recevoir une quelconque pression venant de l'extérieur? Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas à la tête du collectif. Bon, vous faites partie du collectif. Et même si je l'ai porté, chacun de nous aurait pu le faire. Notre regroupement naît en janvier 2025 à la suite de la commémoration à Bafoussam de l'assassinat d'Ernest Ouandjé. Et donc, chaque fois qu'il y a une opportunité, celui qui est en pole position peut saisir la balle et marquer le but. Donc, c'est pour ça que je porte la lettre du collectif. Et maintenant, le sang des martyrs devrait résonner. Et vous savez, un bon chauffeur, quand il avance, doit se servir de ses rétroviseurs. C'est pour ça que notre collectif, qui n'a aucune coloration, se tient du côté du peuple pour la justice. C'est pour ça que, sur la base de ce miroir, on a voulu interpeller le Conseil constitutionnel. On peut revenir rapidement à l'histoire. En 1956, déjà en juillet 1955, après les événements de mai 1955,
l'UPC a été interdite. En 1956, il y a les élections et l'UPC n'est pas autorisé à présenter les candidats, même si les UPCistes individuellement peuvent se présenter. Et c'est là où l'UPC, je crois, avait eu tort de ne pas laisser ses membres aller individuellement. Et donc, face à cette obstruction, les divisions ont commencé au sein de l'UPC et il y a eu l'aile dure, l'aile modérée et consorts. Et donc, rapidement, pour boycotter ces élections, le CNO a été créé, le Comité national d'organisation, pour boycotter ces élections. Et en 1957, Singa Martin a créé le SNDK, Sinistre national pour la défense du Cameroun, qui était un alter ego du CNO en pays bamileke et était plus violent. En réponse à ça, toujours en 1957, le pouvoir colonial, constatant cette nouvelle force, est allé prendre des gens que j'appellerais des nationalistes institutionnels, parce qu'il y avait les nationalistes modérés, les nationalistes de l'aile dure et maintenant des nationalistes institutionnels. Qui avaient un passé avec l'UPC et qui s'étaient retournés contre le parti. Donc, il les a amenés à créer le Parti des paysans indépendants. Il y avait Ndjoume Mathias, qui était président de l'UPC avant cela, avant de passer chez l'autre. Giné Michel, qui était pro-UPCiste. Daniel Kemajou, le prince Bazou. Ils ont mis sur pied le Parti des paysans indépendants. Et l'objectif de ce parti étant de récupérer l'aura de l'UPC dans les pays bamileke. Donc, aussitôt mis sur pied, les membres sont allés sur le terrain et ne se sont plus présentés comme Parti des paysans camerounais. Ils se sont présentés comme UPC, Union des paysans du Cameroun. Et chaque fois qu'on entendait parler de l'UPC, on croyait que c'était la vraie. L'objectif, chercher les vrais UPCistes et les éliminer. Voilà l'origine du terrorisme. On est en 1957. Maintenant, en 1959, le comité directeur, Moumié Wangé, met sur pied l'armée nationale de libération du Cameroun et fusionne donc le CNO et le SNDK. Sentant la force de cette nouvelle organisation, dont la direction était confiée à Singa Martin, le pouvoir colonial a tout mis en œuvre pour retourner Singa Martin. L'histoire est un peu longue, hein, Clément Boindeux. La jeunesse... C'est fort justement de tout ce qui s'est passé par le passé que vous avez saisi le Conseil constitutionnel pour que les erreurs de 1956 ne se reproduisent pas. Plus. Oui. Mais est-ce que jusqu'ici, le Conseil constitutionnel, vous avez donné les éléments, les arguments nécessaires pour avoir cette crainte? Si le Conseil constitutionnel avait montré des éléments nécessaires, avait montré qu'il n'était pas, elle n'était pas cette institution, une institution neutre, une institution qui disait la justice, une institution transparente. Les martyrs forts du passé et de l'expérience jouent le rôle de sentinelle.
pas de préjugés par rapport au Conseil constitutionnel. On a joué des sentinelles pour prévenir. Maintenant, ils ont dit le droit. Le pays est calme. C'est notre objectif. Et nous souhaitons que cette paix se poursuive. En passant, nous saluons les acteurs dont personne n'a appelé à l'insurrection. Donc nous sommes là pour la paix, pour le pays et contre toute injustice d'où que cela vienne. Thierry Batoum nous a rejoint. Bonsoir Thierry. Vous êtes un descendant de martyrs. Vous êtes le petit-fils du Mpondol, Ruben Omiobé. Vous êtes le vice-président du CPMC, Citoyens pour la mémoire du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Claude. Bonsoir aux autres panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous regarder et nous suivre en ce moment-ci. Bonsoir à toute votre brillante équipe. Je suis heureux d'être là. J'ai des difficultés à arriver, à rallier l'extrémité de la ville de Douala, du côté de Bonabéry pour ici, à cause du mauvais état des routes et des embouteillages. Je suis heureux d'être là, surtout aux côtés de mon cher aîné, grand frère que je retrouve ici, pour discuter de l'histoire de notre pays. Nous devons rappeler que parler de la vérité historique est un moment important pour le présent et pour l'avenir de notre pays. Alors, on parlait de cette lettre adressée au Conseil constitutionnel, la lettre des héritiers de martyrs. Et dans cette lettre, vous évoquez l'obstruction faite à l'UPC en 1956. Vous pensez que la mémoire des martyrs est instrumentalisée par le pouvoir en général au regard de ce qui se passe depuis la convocation du corps électoral ou depuis le début de l'année électorale? Le Cameroun traverse un moment difficile de son histoire. Et il est important de partir du passé pour questionner le présent et nous projeter dans l'avenir. Alors, le problème que nous avions constaté en tant qu'héritiers des martyrs est celui de nous retrouver dans ce qui s'est produit en 55-56. Et cette crainte-là nous a amenés. D'ailleurs, ce ne sera pas, on ne va pas se limiter là à porter le cri, non pas le cri de détresse, mais le cri d'espoir. Parce que nous avons invité le Conseil constitutionnel à marquer son temps et à ancrer lui aussi dans l'histoire. Et c'est un travail que nous comptons faire durant cette présidentielle et même pour les événements à venir qui comptent sur, qui permettent d'écrire un roman nouveau de notre pays, le Cameroun. Donc, il nous a donc fallu, il nous a semblé utile et important d'interpeller le Conseil constitutionnel face à ce que nous voyons interpellé par la population comme une injustice. Bien que cela pourrait sembler lire le sexe des anges, mais il nous a quand même semblé important d'attirer l'attention du Conseil constitutionnel afin qu'il puisse écouter la voix et les cris du peuple. Et en rappelant donc ce qui s'est passé en 1956, parce que nous étions et nous sommes des victimes de ces exactions qu'il y a eu. Nous sommes des victimes de tout ce qui s'est passé. Et nous ne voulons pas revivre cela, pas seulement pour nous, mais pour nos contemporains, pour cette jeunesse, mais aussi pour un Cameroun qui a le devoir de se reconstruire. Et on ne peut pas se reconstruire dans les cendres du présent, on ne peut pas se reconstruire en oubliant qu'il y en a qui ont donné de leur vie pour que nous puissions être ici aujourd'hui en train de discuter, pour que nous puissions avoir un pays tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi pour que nous puissions, nous également, marquer notre temps, marquer notre histoire et laisser quelque chose sur laquelle ceux qui viendront après nous pourront s'appuyer pour eux aussi penser l'avenir de notre pays. Louise Fossi fait partie du collectif qui a adressé cette lettre au Conseil constitutionnel. Louise Fossi.
Oui. Alors, vous vous adressez au Conseil constitutionnel. Pourquoi ne pas interpeller toute la chaîne, tous ceux-là qui interviennent dans le processus électoral? Elections Cameroun, le Conseil électoral, le ministère de l'administration territoriale aussi. Pourquoi vous adressez uniquement au Conseil constitutionnel? Je crois que c'est... Alors, je peux là maintenant? Oui, oui, oui. Vous êtes en direct. Oui, je dis, c'est le poids du passé de notre histoire qui nous a fait au Conseil constitutionnel, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui décide ou qui valide ce qu'il peut avoir comme élection. Parce que compte tenu de l'expérience de 56, on avait tout fait pour empêcher l'UPC de poser les candidatures pour les élections législatives en 56, nous ne voulions pas que cela se reproduise encore aujourd'hui. Même si on pouvait dire que la pression faite par les colons français et que la terreur était plus forte, il y avait encore de l'hostilité à l'époque. Nous sommes quand même au XXIe siècle où il semble bon de faire et qui est positif pour le peuple camerounais, pas pour certaines personnes seulement. Parce qu'on savait que c'est le Conseil constitutionnel qui décidait, donc il fallait aussi qu'ils attendent d'où nous venons, ce qu'on a subi pour arriver à là, et on ne voudrait plus qu'il y ait une autre génération qui vive ce que nous avons vécu. Nous pensions à tort que les membres de la Cour constitutionnelle auraient été sensibles à notre douleur en tant que descendants des martyrs et héros qui ont payé de leur vie pour l'indépendance non acquise de ces pays, le nôtre, le Cameroun, où personne de nous n'a choisi où naître. C'est notre société qu'on dise le droit, bien que le droit, la vérité, bien que la vérité, pour ce qui devait se passer en octobre 2025. Mais hélas, que non, car la dignité de l'homme, le respect des lois, le droit de la vérité, et rien que la vérité n'a plus de sens pour ceux qui auraient été le modèle positif de la jeunesse et de la jeune et future génération. La patrie ne veut plus rien dire pour certaines personnes aujourd'hui qui croient être immortelles. L'égoïsme, l'égocentrisme semble être au-dessus de la patrie. C'est bien dommage. Pour rappeler le contexte, la lettre, vous la publiez à la veille de l'ouverture du contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a donc... C'était le 31 juillet. C'était le 31 juillet 2025. Justement, des décisions ont été prises par le Conseil constitutionnel jusqu'ici. Il y a des candidats qui ont été recalés par le Conseil électoral et par la suite par le Conseil constitutionnel. Quel est votre avis sur ces décisions prises? Aujourd'hui, on parle uniquement de 12 candidats retenus pour l'élection présidentielle. Pourtant, on a reçu au niveau du Conseil électoral 84 dossiers de candidature. Je pense, sans me tromper, qu'il y a eu un hold-up préélectoral. Rien ne justifie le fait qu'on ait écarté certaines personnes de la l'élection présidentielle 2012. Ne sommes-nous tous pas des Camerounais qui a choisi de naître dans ce pays? La loi n'a pas été dite. La vérité n'a pas été vraie. Je ne suis pas la seule à dire cela. Justement, c'est donc par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait au niveau du Conseil constitutionnel que vous faites cette sortie. Je n'ai pas compris.
Justement, vous estimez que le droit n'a pas été dit et que le fait qu'on ait... Le droit n'a pas été dit. Justement, que le fait qu'on ait écarté certains candidats, ce n'est pas juste. C'est pas juste, non. Donc, cette lettre, elle tient toujours. Elle reste dans le contexte. Je n'ai pas bien compris la question. Cette lettre, elle reste dans le contexte, c'est ça, vu que de votre point de vue, le droit qui a été dit au niveau du Conseil constitutionnel n'est pas juste et les décisions prises également à ce niveau. Rien n'a été vrai. C'est de mascarade. On n'est plus au 15e siècle où on peut nous faire croire n'importe quoi aujourd'hui. On fait honte au Cameroun en présentant un monde où faisons des saletés comme ça. Non. Rien n'a été dit de vrai. Je ne suis pas la seule qui... Et je ne pense pas me tromper. Est-ce que cette exclusion que vous dénoncez aujourd'hui confirme, selon vous, l'idée selon laquelle l'idéal d'indépendance et de démocratie pour lequel vos aînés, vos parents surtout, se sont battus, n'est pas encore atteint dans notre pays? Non. Non. Parce que je me suis posé la question de savoir comment était ce type d'homme qui était hérodière pour se donner à fond. Ils ne se donnaient pas à fond pour eux, mais pour tout le pays. Quand je vois le cas de mon père, qui amène son bourreau dans la chute d'eau, c'est la chute d'eau de la métier, c'est la chute bavarde. Dans les chutes qu'on tuait les gens, il n'y avait pas de corps, donc il n'y avait pas de preuve qu'on a tué quelqu'un. Il ne s'est pas donné en rançon pour sauver une partie du Cameroun. C'était tout le Cameroun, parce qu'on voulait tout le Cameroun unifié et prospère. Tout ce monde a donné de leur vie. Pourquoi aujourd'hui, si on continue à vivre comme si c'était hier, c'est pas les barbaries comme on dit aujourd'hui, tu vas faire quoi que ce soit. Non. Quand on se réveille, il fait jour. Prenons les bons exemples. Au lieu de laisser toujours comme si on a beau parler des colons, ils sont plus sur le terrain pour le faire. Même si on hérite de leur méthode pour faire du peuple ce qu'on est. Mais quelle que soit la nuit, il fera toujours le jour. Hein. Donc le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. On ne peut pas tout avaler les couleurs qu'on nous présente. Louise Mecaf aussi, je voudrais avoir votre avis sur la sortie du président français Emmanuel Macron. Il a adressé une correspondance au président de la République, Paul Biya. Dans cette lettre, il reconnaît l'implication de son pays, la France, dans la guerre d'indépendance au Cameroun de la période de 1945 à 1971. Emmanuel Macron ne parle pas du nombre de morts, ne s'excuse pas. Pour vous, c'est une démarche à saluer? Démarche à saluer, disons, il vaut mieux ça que rien, mais qu'il soit honnête. Et pourquoi c'est que maintenant qu'on sort fait cette lettre? C'est pour continuer de nous enrober quand on nous enrobe. Croire que c'est nous qui dirigeons alors que c'est les autres qui dirigent à notre place. Non. Et s'il avait été honnête, si c'était sincère, je voulais commencer déjà par reconnaître cela officiellement, parce que le peuple français ne sait pas ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'ils commencent aussi à comprendre certaines choses. Donc, on n'a jamais dit la vérité. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon, parce qu'il faut des gens qui reconnaissent. Quand on parle de guerre, c'est-à-dire qu'il y a des deux côtés les personnes qui se battent. Mais on vient nous attaquer chez nous. C'est une guerre. Ils avaient des armes, nous n'avions pas. Et quand on utilisait les autres Africains, Tchadiens et autres de nos voisins pour venir tuer nos parents, c'était une guerre? Non. Le droit n'a pas tout reconnu, il ne peut pas tout reconnaître, parce que c'était honteux qu'un noir puisse aller avec un blanc dans la chute d'eau. Leur chute d'eau tombeau, que c'est là où ils ont précédé beaucoup de nos parents nationalistes. Non.
Et ce n'est pas la France à écrire notre histoire. Nous avons des historiens. Pourquoi ce n'est pas le peuple camerounais, je ne veux pas dire africain, pourquoi c'est le peuple camerounais qui écrit son histoire? Nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas d'historiens. On a beaucoup d'historiens qui pourraient connaître mieux que nous l'histoire. Parce que chacun est très, très mal placé pour écrire l'histoire du gibier. Voilà tout ce que je peux dire. Donc même les membres de la commission qui a rédigé le document mis à la disposition des présidents français et camerounais n'étaient pas habilités? Parce que c'était une commission constituée à la fois d'historiens camerounais et français. C'est eux qui choisissent ceux qui vont écrire. Pourquoi ne pas laisser aux historiens camerounais eux-mêmes écrire et qui nous sortent de toutes les archives pour qu'on voit toutes les vérités? Les Allemands ne vont pas écrire l'histoire des Français. Hein? Et sans les Africains, la France n'aurait pas existé. Puisque c'est les Africains qui sont partis les sortir du jour allemand. Louise Fossy, en tant que fille de martyr, vous maîtrisez cette histoire, le passé du Cameroun, vous maîtrisez davantage l'histoire de votre père, Jacob Fossy. Vous avez d'ailleurs publié un livre dessus, l'intitulé de ce livre, Les profondes blessures d'une chute. Justement, est-ce que ces blessures restent ouvertes malgré la sortie du président français? Oula, le président français n'a rien fait pour ce qui me concerne. Il a fait quelque chose pour une partie de notre histoire, oui, mais pas pour toute l'histoire. Parce que c'était ma bataille. On ne parle pas de mon père, c'était comme si c'était une histoire inventée. Mais heureusement qu'il avait un jeune à l'époque de 9 ans, fils de gendarme, qui avait assisté à l'assassinat de mon père. Il est encore vivant. Donc, il ne parle pas de cette histoire, non. Il ne peut pas tout dire. Il a tellement des exactions horribles qu'on a eu à faire chez nous. Vous vous imaginez qu'on nous sort de l'école pour aller assister à l'assassinat de Ernest Ouangé. Vous imaginez ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant qu'on apporte un sac devant sa mère, on lui demande de choisir un morceau de gibier, que ce soit la tête de quelqu'un ou quelle partie du corps, on n'a pas le droit de remettre. Vous voyez un peu ce que ça peut faire dans la tête d'un enfant? Macron, à quel âge? C'est de 15 ans. Il va dire quoi de notre histoire? C'est à nous alors à prendre notre histoire et pas le contraire. Réveillons-nous, c'est encore temps. Si nos parents n'ont pas fait parce qu'ils avaient peur, aujourd'hui, ce jour, nous pourrons le faire. Sinon, nos enfants ou nos petits-enfants, nous en voudrons aussi pour nous. Là, on ne va pas dire la vérité. Merci Louise Meka Fossy, merci d'avoir participé aux échanges de ce soir. Très bonne fin de soirée à vous. Merci de m'avoir invité et bon courage à vous. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Dikou Mbonjo. Vous représentez l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Bonsoir, merci d'être arrivé. Et je précise, je vous remercie d'être arrivé parce qu'on sait que ce n'est pas facile de circuler en ce moment dans la ville de Douala. C'est pas évident. Alors, les descendants de martyrs ont adressé, les héritiers de martyrs ont adressé une lettre au Conseil constitutionnel pour demander aux membres de cette instance d'être justes et d'être transparents. L'Union des populations du Cameroun a perdu beaucoup de militants lors de la guerre d'indépendance. On évoquait tout à l'heure, on revenait tout à l'heure avec Louise Fossy sur cette guerre-là, le prétexte étant la sortie du président français Emmanuel Macron. On aura votre avis tout à l'heure. Mais le Cameroun, est-ce qu'il est, de votre point de vue, à un tournant aussi inquiétant qui pourrait justifier la sortie des héritiers de martyrs? Je pense que la date d'aujourd'hui n'est pas plus significative que celle d'hier ou d'avant-hier. Le Cameroun, il gère un contentieux historique avec la France que de nombreux Camerounais, dont de nombreux Camerounais ne veulent pas parler. Et de ne pas en parler crée des conditions d'une explosion que personne ne peut imaginer aujourd'hui. On parlait du rapport que les historiens ont fait. Ils ont travaillé sur une période. Et je vous dis,
la période qu'ils ont choisie n'aurait eu aucun sens si les Français avaient accepté de respecter leurs paroles. Le 27 août 1940, le Cameroun était indépendant, déclaré à Douala par Leclerc. Alors, c'est quoi cette guerre d'indépendance qu'on retrouve 30 ans après pour maintenant commencer à dire on nous a fait un rapport, à partir de ce rapport, nous reconnaissons ceci. Il n'y aurait tout simplement eu cette guerre si la France avait été sérieuse. Le 27 août 1940, on a créé la France libre. Le seul territoire de la France libre, c'était le Cameroun. Donc c'était le Cameroun qui était indépendant. Comment on peut imaginer que ce pays-là ait été indépendant en 1940 et que ses enfants soient obligés de se battre pour une nouvelle indépendance à partir de 1948? Ce n'est pas très sérieux. C'est bien que ces enfants-là se lèvent. Mais c'est tous les Camerounais qui sont enfants de martyrs. Eux, peut-être directement, parce que c'est le clan familial qui a été touché. Mais tous les Camerounais, dans leur amour-propre, dans leur façon d'être, dans les perspectives de vie qui se donnent, devraient se joindre à ces enfants directs des martyrs-là pour protester contre la France. Ce que la France nous a fait est indigne. Indigne. Je rappelle que les Allemands ont eu leur part de responsabilité par rapport à l'histoire du Cameroun. Il y a moins de 2 semaines, l'ambassadeur de France, d'Allemagne est venu fêter l'anniversaire de l'assassinat de Rodolphe Douala Mangabel à Douala. Et il a dit qu'il avait honte pour l'Allemagne. Il a eu honte pour l'Allemagne qui a tué quelques chefs. Et que la France qui a mené une guerre contre un peuple se contente de dire je reconnais sans plus. J'ai dit je suis content de le rencontrer ici. Clément. Clément, parce que il a collaboré avec cette commission, mais ce qui ressort du travail de cette commission, c'est qu'ils avaient des instructions tellement fermes qu'ils n'osaient pas en sortir. On cite dans le rapport, et Macron reprend ça dans sa lettre au président camerounais, le massacre d'Équité. Il n'y a pas un nom. C'est comme si on avait tué les fourmis. C'était comme si ces gars-là, c'était le soldat inconnu qu'on voit à Bonadjo. Ce n'est pas très sérieux. La commission aurait dû nous sortir une liste au moins de des personnes-là pour que, si on fait un monument, l'histoire retienne que tel est tombé ici, tel est tombé ici. C'est comme ça qu'on fait chez eux. Nous sommes quoi? Pour nous contenter des vulgarités. Nous sommes un peuple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous avons droit à une mémoire, et une mémoire forte. Mais je ne m'en prends pas à eux. Si nous-mêmes, nous renonçons à avoir une mémoire forte, on nous traitera pareil. Donc, j'interpelle seulement les Camerounais pour dire il y a une dizaine d'années, nous avions lancé une plateforme ici qu'on appelle l'Alliance patriotique, dont le mot d'ordre est le contentieux historique camerounais-français. Dans ce contentieux-là, il y a 2 volets. Un volet camerouno-camerounais, signifiant
les Camerounais qui ont choisi de travailler pour la France contre les intérêts bien compris de leur pays. C'est à eux qu'on a donné le pouvoir en 1960 et qui continuent de le gérer à leur manière. Et le deuxième volet, c'est le contentieux avec la France. Le contentieux avec la France est pour nous le plus important. Parce que les autres, ils sont Camerounais. On ne va pas les jeter à l'eau. On va créer les conditions pour qu'on identifie exactement le rôle de chacun dans cette affaire-là. Mais c'est tout ça que le comportement de Macron essaie de cacher. Quand on doute de l'assassinat de Moumi et que dans la liste qu'on fait, sur la même ligne, on retrouve Momo, il y a quelque chose de choquant venant d'un Français. Mais les Camerounais acceptent ça comme si c'était rien. Donc, pour vous, il y a beaucoup de non-dits dans cette lettre. On aura l'occasion de s'étendre dessus, mais sortons du prétexte de cette émission. Roland Tsapi, les héritiers ont saisi le Conseil constitutionnel. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être justes, ils doivent être transparents. Est-ce qu'une sortie d'héritiers, de descendants de ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance de notre pays peut arriver à influencer la décision du Conseil constitutionnel et même le processus électoral tout entier? Disons oui. Mais avant de répondre vraiment à la question, il est temps quand même de reconnaître qu'il y a quand même de l'évolution dans le comportement des Camerounais aujourd'hui. Vous savez que depuis longtemps, depuis l'époque coloniale, quand on avait étiqueté un certain nombre de personnes de maquis, vous savez, c'était une connotation négative. Après qu'ils aient été assassinés, jusqu'à tout récemment, il était difficile pour les descendants de ces personnes-là d'oser prendre la parole encore plus publiquement. Mais on constate quand même que progressivement, il y a une sorte d'évolution mentale, une sorte de reconnaissance, une sorte d'envie de reprendre fièrement le combat que les parents ont mené, même si ce n'est pas de la même façon. C'est pour cela qu'on peut constater qu'aujourd'hui, il y a quand même regroupement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui se revendiquent d'être des descendants directs de ces personnes qui ont été assassinées. Et comme je disais, ils étaient à un moment donné des parias. C'est-à-dire que la façon dont les Français les avaient présentés à d'autres Camerounais faisait en sorte que les descendants directs de ces personnes avaient plutôt envie de se cacher de peur de subir une vindicte populaire ou bien, enfin, ils étaient mal vus de toute façon. Quand on rentre un peu dans l'histoire, on constate que même à l'époque, quand on assassinait Ruben Omniobé, sa femme raconte elle est morte récemment et enterrée, elle racontait dans sa biographie comment est-ce que il n'était pas question pendant que elle était sortie du maquis qu'on sache quelle était la femme de Ruben Omniobé, encore moins ses enfants. Donc, on était dans un contexte où il était mieux de se cacher parce que on dit que vous êtes l'enfant de quelqu'un qui était un ennemi du pays. C'est comme ça qu'ils étaient présents. Jusqu'en 91 d'ailleurs, il était interdit de prononcer son nom. Et évidemment. Donc, quand on arrive aujourd'hui à voir des descendants de ces personnes sur les plateaux de télévision qui parlent publiquement, je dis que c'est quelque chose déjà à féliciter et surtout souhaiter que cela aille un peu plus, prenne plus d'ampleur que cela l'est aujourd'hui. Parce que si on a aujourd'hui des noms, une dizaine, vingtaine de personnes nommément citées comme étant des martyrs, mais ce n'est pas seulement ceux-là qui étaient des martyrs, parce que quand on essaie de voir les chiffres, on est peut-être à près de 400 000 ou moins de Camerounais qui sont morts dans cette guerre-là. Donc tous sont autant de martyrs. Et le souhait serait que progressivement, les descendants de toutes ces personnes-là sortent du maquis mental dans lequel ils restent aujourd'hui pour grossir les rangs de ces héritiers, de ces descendants, pour constituer à un moment donné ce qu'on peut appeler une masse critique suffisante pour justement influencer, pour avoir une parole plus forte, pour avoir une place prédominante dans le paysage politique du Cameroun. Parce qu'après tout, ce sont les victimes directes.
Monsieur Dikoumé expliquait tout à l'heure que ce n'est pas seulement eux. À travers eux, c'est tous les Camerounais qui devraient se sentir concernés. Je dis, progressivement, il faudrait que tous les enfants de ceux qui ont été tués directement pour la cause du Cameroun prennent conscience que leurs parents sont morts pour une cause et se pose justement la question de savoir si cette cause aujourd'hui peut être, on peut dire aujourd'hui qu'elle est atteinte ou pas. Et donc, sur ce plan-là, je pense que si beaucoup de gens sortaient du maquis aujourd'hui, si beaucoup de gens prenaient conscience de ce qu'il y a un combat qui a été mené, mais a été interrompu quelque part par l'administration coloniale qui n'en voulait pas du tout, et qu'aujourd'hui, progressivement, avec l'évolution politique, même si elle est encore mitigée, on peut désormais prendre la parole et continuer ce combat d'une autre façon, peut-être pas en entrant en forêt ou autre. D'ailleurs, le président Paul Biya a dit qu'on n'a plus besoin d'entrer dans le maquis pour exprimer ses idées, même si ça restait questionnable. Je pense que cela, s'il sortait aujourd'hui, effectivement, de manière massive, il pourrait justement influencer le cours de l'histoire en ayant, en réalité, et je pense que la nation, si elle était un tout petit peu reconnaissante, devrait créer un cadre dans lequel, effectivement, tous ceux-là peuvent se réunir. Tous les descendants des martyrs directs peuvent se réunir et avoir, je veux dire, voix à la parole, même dans les institutions. Vous savez quoi? Dans l'armée, je crois, chaque personne qui a travaillé dans l'armée a en principe droit à une place quand il part. C'est-à-dire qu'il a droit à ce qu'un de ses enfants entre dans l'armée de manière préférentielle. Je crois que tous ceux qui sont les enfants de ces martyrs-là aujourd'hui devraient pouvoir, je veux dire, on devrait leur attribuer une place dans les institutions. À eux de se retrouver et de voir comment ils peuvent choisir leurs représentants, mais on devrait trouver une place à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le Conseil régional, où les descendants de ces personnes-là siègent parce qu'ils portent quand même en eux une certaine histoire du Cameroun. Ils sont les victimes directes. Donc sur ce plan-là, je pense que si les choses allaient normalement, on devrait pouvoir être sûr que quand ils disent quelque chose, quand ils donnent un avis sur la conduite, la marche de la justice, de l'économie, de la politique, on devrait les écouter. Et ça nous amène à la question de l'influence de cette sortie sur les décisions du Conseil constitutionnel et même sur la tenue du scrutin. Oui. Effectivement, on devrait s'attendre à ce qu'ils soient écoutés. Mais on est dans un contexte où, je suis désolé de le dire ainsi, le pouvoir dans l'ensemble est autiste. Il n'écoute presque personne. Il n'écoute pas le public, la population dans l'ensemble. Combien de fois ceux qui jusqu'ici ont de la peine à être reconnus par ce pouvoir? Parce que n'oublions pas que le système qui est là maintenant est la continuité du système colonial qui a été mis sur place et qui, malheureusement, bannissait un certain nombre de personnes. Et les représentants, ou bien les descendants des martyrs qui viennent aujourd'hui sont justement ceux-là qui, politiquement ou bien institutionnellement, étaient bannis de la vie publique. Donc, ils ont encore de la difficulté à se faire reconnaître. Combien de fois avoir une influence? Non. Je disais tantôt, si la nation était reconnaissante, tout au moins, si on avait pensé à donner à ces ressortissants ou bien à ces descendants des martyrs une certaine valeur, une valeur symbolique, une valeur historique, une valeur monumentale de par le rôle que leurs parents ont joué. Parce qu'il ne faut pas oublier à un moment donné que ceux qui sont là aujourd'hui ont tout simplement bénéficié des combats menés par ceux-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a récupéré l'indépendance qu'ils étaient en train de revendiquer. On a juste dilué un peu et on a donné à d'autres pour dire que ok, voilà l'indépendance que vous étiez en train de réclamer en les écartant en même temps. Donc, si aujourd'hui on pouvait leur accorder de la place. C'est vrai qu'il y a un pas qui a été fait depuis 1991 avec la reconnaissance, comment dire, avec un décret du président Paul Biya qui déclarait un certain nombre d'entre eux comme qu'il est réhabilité. En tant que citoyen camerounais. Qu'il est réhabilité comme étant des héros nationaux, même s'il y avait une fausse note dans cette affaire parce qu'on les a réhabilités. Ceux qui ont été tués ont été réhabilités dans le même décret que celui qui les a tués.
en même temps. C'était quand même quelque chose de compliqué. Donc, il y a quand même ce pas-là qui a été fait. Bon, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait davantage de choses qui sont faites. La réhabilitation, apparemment, s'est arrêtée sur le décret parce qu'après, rien n'a suivi. Ils sont toujours pas reconnus officiellement. Il n'y a rien, aucun avantage qui leur est dû du fait qu'ils sont des héros qui ont été reconnus. Leur descendance aujourd'hui, s'ils font des efforts pour sortir de l'ombre, il faut tout simplement encourager cela et encourager également le fait que beaucoup d'autres sortent pour à la fin pouvoir constituer une masse critique. Je pense que c'est par là qu'on pourra arriver à travailler davantage pour cette mémoire collective, justement, pour laquelle on est en train de se battre. Savoir qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour la nation et qu'aujourd'hui, on peut tenir compte de ces sacrifices-là par le passé. En tout cas, c'est un souhait. Revenons donc. Parlons donc de cette lettre d'Emmanuel Macron adressée au président de la République. Le président français qui reconnaît que son pays a orchestré de la violence dans notre pays, le Cameroun. Clément Bouindé, votre père fait partie des victimes de la France. Lors de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun en 2022, vous l'aviez saisi déjà pour demander réparation pour ce que votre père avait subi. Avec cette sortie, c'est un signe d'une éventuelle réparation? Je voudrais revenir sur ce que dit patriarche, oui, puisqu'il a dit que j'ai collaboré avec la commission. La commission. Bon, collaborer, ce n'était pas donné, hein. C'est parce que j'ai bavardé. Donc, si je ne l'avais pas fait, je suis persuadé que Jean Bouindé ne serait pas rentré dans ce rapport. Ce n'était pas en 2022, mais j'ai saisi la balle au bond dès 2022 quand il a parlé de cette histoire. Et comme les archives existaient, le 3 mars 2023, j'ai fait un mémoire avec tous les documents à l'appui que j'ai envoyé par lettre recommandée au président Macron, avec copie au président Paul Biya et au secrétaire général de l'ONU. Et un an après, la commission m'a appelé. Et donc, la France a fait un pas. Plusieurs pas par rapport au Cameroun, dont certaines archives ne sont toujours pas déclassifiées. Et le plus important, c'est la marche vers l'avant. Et chaque pas compte. J'ai collaboré avec la commission. La commission a mis à disposition le rapport. J'ai lu le rapport sur la partie et j'ai réagi par rapport à la partie qui me concernait. J'ai fait une sortie que j'ai adressée à la commission et à la presse. J'ai relevé ce qui n'était pas bien dit et j'ai fait d'autres éclairages au point où certains membres de la commission m'ont dit, sur la base de ma réaction, ils pensent pouvoir continuer avec les recherches. Et je me félicite que dans la lettre du président Macron, il dit être favorable à la poursuite des recherches. Et donc, il ne faut pas que les gens aillent dans les bistrots, boire et accuser vainement ceux qui ont travaillé. Je persiste à dire, c'est mon bavardage qui met le ONCAM dans ce rapport. Et je souhaite que les Camerounais, que chaque Camerounais ait la bouche, pas pour boire, mais pour bavarder, dans le bon sens. Certains estiment, Thierry Batoum, que tout n'a pas été dit dans ce rapport et tout n'a pas été dit dans le bref résumé
du président français qui a adressé une correspondance, une lettre au président de la République. Est-ce qu'effectivement, de votre point de vue, tout n'a pas été dit? Tout ne peut pas être dit parce que nous devons reconnaître que la France est en mauvaise posture avec ses anciennes colonies. En tant qu'État, la France défend ses intérêts. Étant en mauvaise posture avec ses anciennes colonies où le sentiment anti-français a pris de l'ampleur en Afrique et au Cameroun en particulier, il se trouve dans le président Macron dans la continuité de ce qu'avaient commencé les présidents Sarkozy et Hollande. Il va plus loin dans cette défense des intérêts de la République française en reconnaissant dans d'autres pays. Vous avez suivi la restitution d'un certain nombre de reliques au Bénin qui s'est passé il y a quelques années. Et en venant au Cameroun, le Cameroun qui est un poids lourd en Afrique centrale, il était urgent pour lui d'avoir la sympathie de la société camerounaise, notamment des citoyens. Vous avez vu la nouvelle formule du sommet France-Afrique où il rencontre plutôt la jeunesse africaine que la société civile en général, que de rencontrer les principaux dirigeants avec lesquels il est censé gérer dans le cadre des relations internationales. Donc de ce point de vue, ayant créé, lui, la commission, rappelons que la commission mixte franco-camerounaise fait suite à la commission créée par le président camerounais en 2016 et qui n'a jusqu'ici pas rendu son rapport et qui avait à sa tête le ministre Bidonkwat, qui est ministre de la Culture, et qui jusqu'à ce jour n'a pas rendu son rapport. Donc M. Macron, dans l'urgence de politique extérieure en Afrique, s'est donc retrouvé dans l'obligeance de reconnaître un certain nombre d'atrocités commises par la France dans ses anciennes colonies. Alors, que pouvons-nous attendre de notre bourreau? Nous ne pouvons qu'attendre de lui qu'il fasse un pas qui ouvre le chemin. Maintenant, il reste à l'État du Cameroun de faire son travail. Mais il se trouve donc qu'il y a parmi ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui ont participé, qui ont servi de relais locaux à la France dans ces atrocités. Raison pour laquelle je vais un peu nuancer le propos de M. Dikoumé qui disait que tous les Camerounais étaient concernés par ça. Non, tous les Camerounais n'étaient pas concernés. Il est bien revenu là-dessus pour dire qu'il y a certains qui étaient contre. Et c'est eux qui ont servi de relais pour l'assassinat de nos martyrs. Et en servant de relais, c'est à eux qu'on a confié les destinées de notre pays où nous nous retrouvons jusqu'à aujourd'hui. Et c'est encore ces mêmes gens qui sont appelés à réécrire l'histoire. La maquillage, il faut aussi le rappeler fort à propos que M. Macron n'était pas en 1971, il n'était pas encore né. Mais beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui étaient des acteurs en 1971. Beaucoup étaient des acteurs en 1970. Certains étaient déjà occupés de hautes fonctions en 1960. Ils sont encore vivants aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi, et là je vais revenir sur le Conseil constitutionnel, pour dire que le Conseil constitutionnel est le garant de la loi fondamentale. Ils doivent agir non seulement par la justice, mais aussi par la justesse. Parce qu'ils doivent écouter le peuple. Raison pour laquelle vous voyez, il est occupé par, c'est pas mal de le dire, des vieillards. Des sages. Ils sont des vieillards en termes d'âge. Et cela me rappelle cette fable de Cheikh Ampateba qui dit « Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle ». Nous avons l'impression que Cameroun, c'est un contexte particulier où le vieillard pense qu'il ne peut pas mourir. Et que quand même il faudrait qu'il meure, il faut qu'il emporte la bibliothèque avec lui, bien qu'il la brûle. Donc, le président Macron, on peut se féliciter parce que dans le cadre de nos activités au sein de la société civile, à travers le citoyen mémoire pour le Cameroun, depuis 2011, nous travaillons à maintenir vivant la mémoire de ces héros et martyrs nationalistes en interpellant les différents acteurs, notamment la France, à travers le contexte historique qu'il faut régler. Et dont M. Dikoumé Bonjo en parlait, ce contexte historique doit être réglé d'abord à travers un récit national, c'est-à-dire d'abord par nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes d'abord nous asseoir et poser la question de ce qui s'est passé pendant la lutte
pour l'indépendance de notre pays que nous n'avons pas encore obtenu, que nous continuons toujours à rechercher. Et maintenant, c'est l'État du Cameroun qui devrait faire le premier pas et obliger la France à le suivre. Mais là, nous assistons à l'inverse où c'est la France qui semblerait forcer la main à l'État du Cameroun en lui demandant de voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé, dans ce qui se serait passé au cours de cette histoire. Voyez-vous, il y a eu dans notre pays une culture de l'oubli et une politique de l'oubli. Vous l'avez fort à propos rappelé où les noms des héros et martyrs étaient interdits d'être prononcés. Alors vous étiez soit massacrés, soit emprisonnés parce que quelqu'un vous aurait trahi d'avoir prononcé le nom d'un Oumiabé, d'un Fossé ou bien d'un Moumié. Et le rapport ne traduit pas surtout la partie recherche. Nous comprenons que ces chercheurs, ces intellectuels sont enfermés dans la démarche scientifique qui ne permet pas de prendre en compte un certain nombre d'éléments qui n'ont pas la chance d'être archivés, comme ceux du patriarche Jean Bouindé, qui a su conserver un certain nombre d'archives. Alors pour ceux dont les archives ont été détruites, pour ceux qui n'ont pas pu avoir des traces écrites, ils sont appelés à l'oubli. Ils sont appelés à l'oubli. Et c'est ce que soulève donc la partie culturelle de cette commission et dont on n'a pas fait écho, qui, elle, a plutôt fait ressortir de ce qu'elle a reçu de manière orale et des victimes et des acteurs qui sont encore vivants et dont il est difficile aujourd'hui de recueillir un certain témoignage parce qu'il faut utiliser la langue. Ils sont très méfiants. Ils ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Voyez-vous? Ils gardent les séquelles du passé. Ces atrocités sont encore vives dans leur chaîne mentaux. Et ils ne voudraient pas revivre cela. Ça revient encore à l'interpellation du Conseil constitutionnel. Ils ne voudraient pas voir les leurs le vivre à nouveau. Donc la partie culturelle de cette commission a fait un immense travail et a fait des recommandations fortes. Voyez-vous? Donc il est vraiment difficile si le Cameroun lui-même n'ouvre pas ses propres archives. D'ailleurs, les archives nationales ont brûlé il y a quelques années. On ne sait pas si on a pu récupérer quelques restes. Mais on espère que pour ceux qui sont encore vivants et qui étaient des acteurs à cette époque, placés au sommet de l'administration, peuvent nous laisser quelque chose en souvenir pour que notre pays puisse se réconcilier avec lui-même, pour que nous puissions être fiers de notre souveraineté en tant qu'État et pour que les générations à venir puissent s'appuyer sur ce socle historique qui constitue l'élément inébranlable des choix politiques. Nous sommes en période électorale, mais aussi du débat public. Si cela n'est pas fait, notre pays sera toujours malade et nous aurons toujours ces métastases-là, comment le mot m'échappe, ces stigmates laissés par cette période atroce. Voyez-vous, madame, donc on ne peut pas en vouloir à M. Macron qui a un devoir, non pas envers les Camerounais, mais envers les Français. Nous devons interroger ceux qui nous dirigent et ceux qui sont appelés à nous diriger. On ne peut pas empêcher le président français d'effectuer cette démarche, mais vous attendez beaucoup du Cameroun. Vous voulez que le Cameroun fasse le pas. Le pas dans quel sens, dit Koumen Bonjo? L'UPC était au devant, l'UPC a perdu beaucoup de ses membres dans cette guerre. Ce qui est attendu du Cameroun aujourd'hui, c'est quoi? C'est de reconnaître officiellement, d'écrire sa propre histoire aussi, différente de celle de la France, de reconnaître officiellement tous ceux qui sont décédés et peut-être de les honorer? Permettez, je vais revenir à votre question, mais deux choses ont été dites sur lesquelles je voudrais apporter quelques clarifications. Je suis content, excuse-moi, de te tutoyer. Ah, merci, papa. J'ai été arrêté fin décembre avec ton grand-père, Djel Koundé, c'est comme ça que nous l'appelions. Il sortait de prison
Il n'avait même pas fait 3 mois dehors. Et il a recherché l'UPC. Il l'a retrouvé. Et on lui a donné le décret d'Aïdjo de 1960 qui qui levait l'interdiction de l'UPC. Il a amené chez le gouverneur pour lui dire qu'à partir de maintenant, je commence mon travail de l'UPC. Et il était dans son droit. Le gouverneur ne lui a même pas laissé le temps d'arriver chez lui. Quand il arrivait chez lui, il a trouvé les policiers qui l'ont embarqué. Moi, j'étais en contact avec le reste du parti. On m'a récupéré presque aussitôt. Et nous avons passé toute l'année 86 en prison. Pour dire que cette histoire-là, c'est pas des inventions, c'est pas des écrits. Dans l'administration camerounaise, il y a des traces de cela. On n'a pas besoin d'aller en France pour voir ça. Et donc, le travail de recherche de la commission là, a été bâclé sur les questions concernant les faits qui se sont déroulés au Cameroun. Parce que on leur a dit les archives camerounaises ne sont pas disponibles. Et ils ont pris ça pour acquis. Ils ont interrogé quelqu'un comme le colonel Etondé, qui était un des chefs de l'armée, qui a une documentation énorme, qui a servi à créer son livre, qu'il cite dedans, et la commission n'a pas cherché à voir sa propre documentation. Donc c'est des choses qui montrent qu'il n'était pas venu faire un travail consistant. Bon, M. Sapé aussi a dit quelque chose là qui m'a un peu heurté, que il faut que l'État camerounais crée des particularités pour les héritiers des martyrs. Une plateforme, un cadre dans lequel qui leur permettrait de se retrouver. Un peu comme à l'armée, quand quelqu'un part, on place des gens. J'ai dit, Wongli Massaga était un fils d'administrateur colonial. Ça ne l'a pas empêché d'ouvrir le deuxième front ici et se battre. Donc, ce n'est pas évident que tous les enfants de martyrs sont sur les traces de leur père. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le travail que Clément fait est un travail honorable et nous aimerions que beaucoup d'héritiers de ces martyrs-là se rapprochent même tout simplement de l'UPC. Et je reviendrai à votre question, parce que nous avons un certain nombre de choses pour eux. Est-ce que vous saviez dans quelles conditions votre grand-père a été arrêté? Je vous l'ai dit là. Ça veut dire que si on était en contact, vous auriez récupéré ça, sans avoir besoin qu'on ait écrit ça quelque part. D'accord. Bon, donc, pour revenir à votre question, vers quoi on doit aller? On a refusé de traiter le contentieux historique comme une démarche politique. Et c'est ça que la lettre de Macron a comme élément positif. C'est devenu aujourd'hui quelque chose autour duquel les politiciens camerounais ne peuvent plus manœuvrer. La France ne peut pas dire elle nous a fait la guerre et un politicien camerounais dit que les réparations de cette guerre-là ne sont rien. C'est-à-dire qu'en réalité, Macron a ouvert la voie pour que les Camerounais se saisissent de sa petite lettre-là, qui est plein de sous-entendus. C'est qu'il essaie même de faire la différence entre les autorités coloniales et la France, comme si c'était deux entités différentes. C'est-à-dire que c'est les autorités coloniales qui ont fait la guerre. Ce n'est pas vrai. C'est la France qui a fait la guerre. Donc cette lettre-là a
a mené donc cette guerre en plein cœur de l'activité politique au Cameroun. Et je pense que la campagne électorale qui va s'ouvrir là va mettre ce contentieux historique au centre des débats. Est-ce que les candidats seront assez percutants pour dire des choses qui touchent les Camerounais? C'est à ce moment-là qu'on verra si la maturité des Camerounais dont on parle a évolué, parce que pour nous, quand je suis passé à votre émission ici, l'UPC est victime du contentieux historique, les déchirures qu'on voit à l'UPC là. C'est cela. C'est-à-dire que tout faire pour que ce parti nationaliste devienne la risée du Cameroun et que les Camerounais commencent à dire mais vraiment cette affaire-là, heureusement qu'on ne leur a pas donné le pouvoir. C'est comme ça qu'ils se seraient déchirés au pouvoir et ne seraient capables de rien faire. L'objectif a-t-il été atteint? L'objectif de qui? L'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est-elle devenue la risée des Camerounais? Elle est la risée. C'est-à-dire que on ne commande pas suffisamment ces choses-là. Quand l'UPC a 3 candidats à l'élection présidentielle, c'est quoi? Comment ces candidats ont été investis? Ça veut dire c'est des gens qui ont des organisations homonymes et qu'on essaie de mettre comme la même organisation. En cela, bon. La conséquence, c'est que l'UPC aujourd'hui n'a aucun candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Cela veut dire que si l'UPC n'était pas divisée, n'était pas la risée du Cameroun, elle se serait organisée pour empêcher que les 2 autres candidats-là se présentent. On attend de la France le pardon, surtout vous, les descendants de martyrs. Est-ce que réunir tous les descendants de ceux qui sont morts pour l'indépendance du pays et demander pardon, avoir un chef de l'État français qui vous demande pardon, serait une mesure raisonnable, une réparation considérable? Dans le cadre de notre regroupement, nous sommes en train d'envisager de répondre à cette lettre. Même si elle ne vous était pas adressée? Mais elle a été rendue publique. Donc, on va répondre et le pardon, c'est un autre pas que nous attendons. Après le pardon, les obsèques nationales pour sceller la réconciliation. Et après, pensez à ce que vous pensez. Indemnisation. Réparation. Mais tout cela à l'initiative de quel pays? De la France? Le bourreau ou le Cameroun? La France n'était pas seul bourreau. Ça veut dire que c'est la France et le Cameroun. Et nous comptons sur les institutions camerounaises, notamment notre président, pour plaider notre cause. En attendant que cela soit fait, l'élection présidentielle se prépare. Dikobe Bonjo a brièvement évoqué les attentes vis-à-vis de ces candidats-là. Vous pensez que la question du contentieux colonial devrait être la première priorité de ces candidats-là pour convaincre l'électorat? Avant peut-être d'arriver là, je reviendrai sur le Conseil constitutionnel pour persister à dire qu'il a dit le droit. Et
je conseillerais aux parties prenantes de s'approprier le fighting spirit des Lions indomptables. Parce qu'il est question, avec la paix préservée, de continuer dans ce sens. Et il faut se dire qu'on est dans un match où l'arbitre peut arbitrairement exclure des joueurs ou normalement. Quel que soit le cas, si on a perdu des joueurs, il faut des stratégies pour gagner le match. Et j'en veux pour preuve les Lions indomptables en 90 face à l'Argentine, qui est ensuite devenu champion. On a exclu 2 joueurs camerounais et l'équipe s'est resserrée, boostée par la présence du chef de l'État dans les tribunes, et on a gagné. Donc, je dis, le Conseil constitutionnel a dit le droit, les acteurs sont fair play, le pays est calme, que les gens s'organisent et que chacun tienne en poche sa carte électorale. Maintenant, sur ce que vous attendez, sur ce que vous attendez des candidats. Parmi ces candidats-là, il y a certainement les descendants des Maty également. Ce serait bien qu'ils s'approprient du problème et qu'ensemble on parle la même voix pour aboutir à un résultat satisfaisant. Roland Tapi, est-ce que ces héritiers de martyrs pourraient saisir leur position, utiliser leur position, leur voix pour donner peut-être des consignes de vote lors de cette élection présidentielle? Est-ce que ça peut être une voix à considérer, une voix qui compte? Non, du tout, pas pour l'instant en tout cas. Vous allez constater que, comme je parlais tantôt du passé qui continue à être trop présent au sein de ces héritiers des martyrs, vous allez constater qu'il est difficile pour eux de s'engager politiquement jusqu'ici. Le seul qui est sorti du lot à un moment donné, c'était le fils d'André-Marie Bida, qui a essayé de réveiller le parti politique de son père. Mais il faut aussi dire que si André-Marie Bida a été victime, c'était à un moment donné parce que lui-même a servi le même régime à un moment donné. Mais pour le moment, quand vous constatez le regroupement des héritiers du martyr, ils font très attention à prendre position politiquement. Ils ne veulent pas s'engager du tout. Ils ont encore les réminiscences des tortures, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont non seulement vécu, mais de ce qui leur a été raconté par leurs parents. Vous savez qu'à l'époque, quand l'administrateur colonial voulait sévir, il sévissait sur le plan physique, mais s'assurait que les marques psychologiques restent également. Le fait de trancher les têtes des nationalistes dans la forêt et venir les exposer publiquement, le fait de pendre les nationalistes publiquement en obligeant, comme disait la matriarche Fossi, en allant dans les classes sorties des élèves pour venir assister au spectacle, c'était un travail psychologique, mental. On travaille comme ça les populations à se méfier désormais en disant ce qui est en train d'arriver à celui-là, c'est ce qui va vous arriver si jamais vous osez lever la tête. C'était trop profond. Jusqu'aujourd'hui, c'est de même que les Camerounais dans l'ensemble ont tendance à ne pas se prendre au sérieux eux-mêmes parce que le blanc a travaillé à leur faire croire qu'ils ne valent rien. De même, cet aspect psychologique de la torture reste dans le mental des Camerounais. Il y a beaucoup qui n'arrivent
pas encore à s'en défaire et dire que maintenant, je peux me prendre en charge moi-même. C'est pour ça que, et ce n'est pas Clément qui est assis là qui veut démentirait, ils font très attention à prendre des positions politiques. Ils essaient de jouer sur les bords comme s'ils avaient peur qu'on ne revienne sur eux à la charge en leur faisant ce qu'on a fait exactement sur leurs parents. À ce niveau-là, justement, il est difficile pour eux de donner des consignes parce qu'ils ne sont pas marqués politiquement. De toute façon, ils ne veulent pas être marqués politiquement, pour la plupart. À ce moment, ils vont donner consignes pour qui? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas très sûrs de ce qu'ils veulent. Ils sont en train de faire des pas, mais de manière un peu hésitante, en essayant d'être très méfiants, en essayant de... Parce qu'il faut le dire également, le pouvoir, il est très rancunier. Il est très rancunier. Et il n'a pas encore digéré qu'il y ait des personnes, la preuve, aujourd'hui là encore, quand quelqu'un se lève de manière sérieuse pour être un contestataire du pouvoir, il fait tout pour le broyer. Le pouvoir n'a même pas de honte à dire qu'il est le moulinex pour broyer ces gens-là. Donc, il n'est pas évident pour les héritiers des martyrs de pouvoir déjà s'affirmer pour ensuite inciter les gens à prendre une position claire. Ils essaient d'être un peu observateurs, surtout. Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup, surtout qu'ils attendent réparation. Ils ne veulent pas prendre des positions qui vont... Ils ne veulent pas se disperser. Non pas se disperser, mais ils ne veulent pas également prendre des positions qui vont compromettre les chances pour eux d'être écoutés, surtout sur le plan des réparations. C'est pour ça qu'ils préfèrent faire comme s'il n'existe pas, et mener des actions un peu plus souterraines, mais pas prendre la parole publiquement pour donner des consignes. Il faut plutôt dire qu'ils ont quand même fait beaucoup. Réellement, en allant saisir le Conseil constitutionnel, vous allez constater que quand ils saisissent le Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour contester quoi que ce soit, c'est pour, je veux dire quoi, essayer de les appeler. Clément disait tout à l'heure que c'est pour prévenir. Pour prévenir et après dire qu'ils ont dit le droit. Même comme tout le monde voit très bien que ce droit qui a été dit a été un droit tortueux ou bien à tête chercheuse. Pour eux, le droit a été dit. Ils essaient d'arrondir les angles comme ça. On ne peut pas attendre des fils des martyrs aujourd'hui, là, dans le contexte actuel, une consigne de vote, quelle qu'elle soit. Thierry, vous êtes d'accord avec Roland Sapie? Vous n'avez pas votre candidat? Je vais rassurer Roland de ce que les héritiers des martyrs n'ont peur de rien. Voilà. Vraiment, franchement, peur de rien. Notre action est à la fois citoyenne et politique. Mais seulement, nous voulons nous ranger derrière aucun individu. Parce que ce ne sont pas les individus qui nous importent, c'est le Cameroun qui nous importe. Nous partageons encore aujourd'hui le combat mené par nos parents, voyez-vous, qui voulaient une indépendance réelle, qui voulaient la réunification, d'abord avant l'indépendance, mais aussi un niveau de vie agréable pour tous les Camerounais. Donc notre engagement n'est pas dans le sens d'avoir des prébendes ou alors des dividendes qui nous reviendraient. Non, pas du tout. Alors je reviens dans cette question du pardon. Le pardon ne nous est pas adressé à nous en tant qu'héritiers, mais au peuple camerounais. Voyez-vous, il s'agit d'adresser un pardon au peuple camerounais. Et c'est à la France de le faire, de s'adresser au peuple camerounais, pas aux héritiers. Parce que ce n'est pas seulement les héritiers qui ont été victimes, mais il y a eu une politique, je vous ai dit, de l'oubli, de déculturation, de transformation du citoyen camerounais qui porte encore ça en lui, ces chefs mentaux-là, qui l'empêchent de s'engager pleinement pour le bien-être, pour son propre bien-être, pour le bien-être de notre pays. C'est pour ça que nous engageons en premier. Et deuxièmement, la question de réparation ne nous concerne pas forcément. La question de réparation concerne également l'État du Cameroun, le peuple camerounais. Voyez-vous, l'État du Cameroun n'interviendra que lors du moment de la réconciliation parce que nous avons des citoyens camerounais qui ont été utilisés par le colon à l'effet non seulement de prendre les vies de leurs frères, mais aussi de poursuivre ce travail de l'oubli et de destruction mentale du socle culturel et national de notre pays. Donc c'est ce travail-là que nous comptons mener. Nous n'allons pas nous arrêter à la seule lettre du Conseil constitutionnel. Le grand frère vous l'a fait savoir. Nous allons, dans quelques jours,
à travers une conférence de presse, donner notre position concernant cette lettre-là et concernant les élections présidentielles à l'occasion de la commémoration de la semaine des héros et martyrs qui commence par le 67e anniversaire de l'assassinat de Ruben Oumyobé, le 13 septembre. Donc il y a une déclaration forte des héritiers qui sera annoncée et qui sera faite à Sombadjek. Sombadjek, c'est un petit village qui se trouve à Bomniébel et c'est là où se trouvent les restes de l'épouse de Ruben Oumyobé. Après avoir fait un pèlerinage à Ezeka le matin au niveau de la tombe de Ruben Oumyobé. Donc voyez-vous, il y a ce travail-là qui est fait. Rassurez-vous, nous n'avons pas peur, mais nous pensons d'abord au Cameroun. Nous ne pensons pas à intérêt particulier. Nous ne pensons pas à individu. Voyez-vous, nous pensons Cameroun. Et nous pensons que le Cameroun est arrivé à un moment de son histoire où il doit avoir une certaine rupture, où nous devons penser le présent en nous projetant dans l'avenir, mais en nous appuyant sur le passé. Et cette vérité historique dont il est question aujourd'hui, dont il est question à travers la commission mixte franco-camerounaise, dont il est question à travers la lettre d'Emmanuel Macron, et même dans les travaux qui vont continuer, vise et porte sur la nécessité pour notre pays d'être pensé et repensé. Et c'est dans cette position-là que nous nous tenons, non pas en tant que partisans, mais en tant que précurseurs d'une démarche, d'une volonté venue de nos ascendants, mais qui se projette dans l'avenir. Nous n'avons pas peur, non pas parce que nous sommes des victimes et que nous portons encore à nous des stigmates de cette horreur-là, mais nous sommes prudents dans notre démarche. Prudents dans notre démarche où nous ne voulons pas, d'un côté, de manière manichéenne, dire qui est la bête et qui est l'ange, mais nous voulons trouver un consensus qui puisse faire en sorte que notre pays puisse sortir de l'impasse où il se trouve actuellement pour se placer sur le chemin de la transformation pour un Cameroun nouveau. Au regard de la situation actuelle du Cameroun et du grand événement qui attend les Camerounais le 12 octobre prochain, vous disiez tout à l'heure que vous pensez Cameroun. Qu'est-ce que vous attendez des Camerounais qui iront voter le jour du scrutin? Alors, nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus appeler aux institutions, sinon nous l'aurons fait. Mais, oui. mais nous l'avons fait à travers nos différentes communications, pas dans le sens du groupement des héritiers, mais dans nos différentes organisations de la société civile. Nous avons eu à appeler les citoyens camerounais à aller sur les listes électorales. Maintenant, nous les appelons à nouveau à exercer le devoir citoyen de vote, mais de voter en âme et conscience. Voter pour celui-là qu'ils pensent être à même de porter des aspirations de notre Cameroun. Et raison pour laquelle nous ressortons maintenant pour dire que le Cameroun ne commence pas maintenant. Le Cameroun, il y a ceux qui se sont battus avant pour ça et qui sont morts pour ça. Avant 1948, à partir des années 1800, il y avait déjà des Camerounais qui ont donné de leur vie pour le bien-être de notre pays. Donc, la vérité historique, je vais le répéter, est le socle inébranlable du choix politique. Ils doivent se l'approprier. Et les citoyens camerounais et les candidats. Nous exigeons notamment des candidats. Le président de la République, premier candidat en particulier, de s'appuyer sur la vérité historique dans leur projet de société pour appeler les citoyens camerounais à leur faire confiance. Et aux 11 autres candidats, nous les invitons eux aussi à intégrer l'histoire de notre pays, de s'appuyer sur la volonté de ces héros et magiques de leur vie. Ils avaient le choix de penser à eux. Vous connaissez l'histoire de Ben Oumyobé et de tous ses autres compères. Mais ils ont pensé aux autres. Ils ont pensé à tout le monde. Et c'est ce que nous attendons
de nos candidats aujourd'hui. Justement, l'UPC n'a pas de candidat pour cette élection présidentielle, mais des partis politiques ont investi des candidats. 12 partis politiques ont investi des candidats pour l'élection présidentielle. Dikoumé Mbonjo, qu'est-ce que vous attendez de cela au moment où on craint que les choses ne se passent pas comme prévu le 12 octobre prochain? Je ne comprends pas bien ce que vous appelez. Qu'est-ce que vous entendez? On craint qu'il y ait des violences post-électorales, pré-électorales et même post-électorales. Qu'est-ce que vous attendez des candidats? Ce que j'attends des candidats est simple. Et en fait, je transmets ici ce que notre candidat aurait dit au peuple camerounais. Que depuis 1958, nous vivons un Cameroun coupé en deux. Il y a les bons, ceux qui ont choisi la France, et les mauvais, ceux qui pensent au Cameroun. Que notre pays est un. Il faut que cette division-là cesse et que nous nous approprions le Cameroun. Deuxième chose, ce Cameroun-là, dont nous devons nous approprier, doit avoir une caractéristique principale. C'est celle qui consiste à faire que les Camerounais, par leur tête, par leur concertation, par leur façon de faire la politique, disent ce qui est bon pour eux. Et que les partenariats et les collaborations avec le reste découlent de ce qui est bon pour les Camerounais. Ce n'est pas le type de relation avec la France ou le FME et la Banque mondiale où ils pensent que c'est ça qui est bon pour vous, faites. Et quand on a fait, on voit que ce n'est pas bon pour nous, et continuez. Le troisième élément de cette démarche, c'est que la colonisation a été une négation de la personnalité du colonisé. Nous devons redevenir des Africains. Et en tant qu'Africains, créer les conditions pour que nous soyons une voix entendue dans le monde. C'est ça qu'on appelle le panafricanisme. C'est doté. Clément Boinde, on va sortir par vous. Qu'est-ce que vous attendez de tous les acteurs qui interviennent dans le processus électoral? Je dirais, notamment parlant du président Paul Biya, je pense qu'il est béni. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il court vers les ravins, le ciel lui donne l'occasion de revenir. Je le dis parce que il avait dit qu'il souhaite qu'on retienne de lui l'image de celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. L'occasion lui est ainsi donnée parce qu'entre-temps, on a mis de l'eau dans son vin. Un acteur, un ancien collaborateur a dit sur un plateau de radio qu'il était l'instigateur de la fraude électorale en 92. Ce n'est plus de la démocratie. Donc aujourd'hui, vous attendez à ce qu'il y ait plus de fraude? Voilà. Et donc, si le président Paul Biya gagne dans la transparence,
le peuple va applaudir. Et en quelques mots, concernant les autres candidats. Et s'il paie et accepte le verdict des urnes, je crois que tout le Cameroun l'accompagnera pour un repos mérité au village. Revenons à Roland, je persiste à dire, parce qu'il a parlé de peur, la peur n'existe pas dans mon vocabulaire, dans notre vocabulaire. Le sang qui coule en nous interdit la peur. Si on a peur, on ne bavarde pas jusqu'à Paris. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous œuvrons pour le Cameroun, pour un Cameroun prospère et en paix. C'est compris. On dénoncera tout ce qui, d'un côté ou de l'autre, peut perturber cette stabilité. Merci beaucoup Clément Bouindeux. Merci à tous les fils et petits-filles de martyrs qui nous ont rendu visite ce soir. Merci Roland Tapi, merci Dikoumé Mbodjo, merci Patrick Batoum, merci Thierry Batoum. Thierry Batoum, merci à Louise Mekaf aussi qu'on a eu au téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour sortir ce clin d'œil à nos partenaires, notamment Belavie, qui propose un nouveau service dans ses restaurants. Une fois par mois, le restaurant Belavie de Bonanjo, précisément à Douala, offre une panoplie de mets traditionnels et africains. Camerounais également à ses nombreux clients, un concept qui prend de l'ampleur et est très apprécié par la clientèle. Tous les détails à suivre dans cet élément que je vous invite à suivre justement, tout en vous souhaitant une excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain, 19h30 sur Balafon Télévision et 20h sur Radio Balafon. Bien manger, c'est le début du bonheur, diraient certains. Et manger un repas copieux de chez soi, c'est encore mieux pour d'autres. C'est dans cette dynamique d'authenticité culinaire que le complexe Belavie Restaurant a mis sur pied un concept innovant. On a mis dans les points de Belavie une journée gastronomique après 2 mois chacun. C'est pour rebooster, c'est pour revivre le terroir, c'est pour donner toute l'ampleur, toute la splendidité de tout ce qu'on peut avoir comme mets au Cameroun. On peut prendre le Douala, on peut prendre le centre-sud, on peut prendre le sud, on peut prendre le nord. Ça dépend du concept que nous mettons en place. C'est l'un des événements phares qui montre que nous sommes dans un vivre ensemble et nous donnons tout le monde la platitude de venir manger, comment il peut avoir cette saveur. Ils sont des centaines qui ne dérogent pas chaque mois à la règle. Savourer des délicieux repas copieux dans un espace convivial, rien ne vaut ce moment privilégié. Les repas sont assez agréables et la particularité c'est que c'est des repas déjà prêts, présentés sous forme de buffet. Donc quand vous venez et que vous êtes pressé, vous avez un problème de temps, vous êtes rapidement servi et vous pouvez rentrer rapidement, vaquer à vos occupations. Les prix sont abordables, la nourriture aussi agréable. Ce concept innovateur a pensé à tout le monde. Avec 2500 francs seulement, vous avez droit à un plat qui vous est offert comme ça et à côté vous pouvez avoir du vin de palme, de l'aubergine du village et bien d'autres. Et nous profitons par la même occasion pour inviter également les familles à se rendre massivement parce qu'on se dit avec 2500 francs, c'est carrément à la bourse de tout un chacun. Au complexe Belavie Restaurant, avec ce concept, mais locaux, c'est comme à la maison.